Nous savons que la vie quotidienne est la plus difficile. On nous demande de tout faire avec de moins en moins de moyens. Quand vous regardez simplement nos structures, à chaque fois je le dis, communes, fusion de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, département, région, État, je crois qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, ce millefeuille administratif, franchement, il suffit pas d'en parler, il suffit pas d'être entre soi. À l'évidence, les Français n'en veulent plus. Ça coûte beaucoup trop cher. Et cet argent qui est dépensé avec toutes ces structures, par définition, c'est autant d'argent que nous n'avons pas à consacrer à nos concitoyens. Alors, moi, je vous dis, la finance, la DGF, dotation globale de fonctionnement, je ne sais pas si effectivement le département, comme disait Pierre Bédier, est à zéro. Nous, on n'est pas mieux lotis en ce qui concerne les petites communes. Derrière, quand on vous donne 24 pour une petite commune comme la mienne, on vous donne 24 000 € de DGF, le lendemain on vous prend 25 000 au titre du FPIC. Je ne sais pas pourquoi ils nous donnent 24, ils nous repiquent 25 le lendemain. Et le surlendemain, c'est le FSRIF qui nous pique 9 000. Donc en gros, on n'a plus rien et on ne peut pas répondre aux attentes de nos concitoyens. Alors moi, je vais vous dire, quand je regarde la formule d'impôt, vous avez tous reçu votre taxe. Vous savez, là, pour l'instant, elle est vraiment en format portrait. Mais quand vous regardez les lignes, je crois qu'ils peuvent passer en format paysage. Maintenant, vous avez vu, il y en a déjà une ligne qui est encore indiquée, la GEMAPI. On ne sait pas encore combien, mais elle y est déjà. Donc l'année prochaine, format paysage, on en aura encore un petit peu plus. Et puis, en fait, en ce qui concerne nos attributions, nos pouvoirs, on nous a dépouillés, mais pas depuis 2 ans, depuis 30 ans, par des promesses non tenues. D'un côté, gauche et droite réunies. Et aujourd'hui, on feint de croire, finalement, on n'avait pas mesuré tout à fait les effets de toute la législation qu'on nous a imposée. Alors moi, je vous dis, avant, mon petit village, autour de mon village, il y avait 19 paroisses, il y avait 19 curés. Aujourd'hui, il y a toujours 19 paroisses, il n'y a plus qu'un seul curé. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver. Mais comme je vous disais, vous êtes des gens formidables, vraiment formidables. Et en réalité, s'il n'y a plus personne dans la paroisse, puisque nous sommes issus de la paroisse, il y a encore le maire, ou la mairesse, comme vous voulez. Et moi, je vous dis finalement, aujourd'hui, vous êtes des saints. Vous êtes les saints laïcs de la République. N'oublions pas liberté, égalité, fraternité. Essayons aussi nous-mêmes, en ce qui nous concerne, de diminuer nos demandes. Essayons aussi d'arrêter de demander des subventions en permanence. Ce biberon-là qu'on va chercher tout le temps et partout. Soyons raisonnables et économes. Les subventions, c'est toujours bien parce que c'est les autres qui payent, mais les autres, c'est nous qui payons. Donc je crois qu'il faut que nous fassions nous aussi un effort. Faisons un effort sur le millefeuille administratif, je crois qu'il est temps. Et de toute façon, si les politiques ne le font pas, moi je vous le dis, dans tous les cas de figure, le peuple le dira et on sera balayé par le vent de l'histoire. Mais soyons optimistes, nous n'avons jamais été aussi nombreux, je m'en réjouis. Je sais qu'il y en a certains qui, après un mandat, s'arrêtent. Je les encourage à réfléchir un peu et puis peut-être que sous la pression des amis, ils arriveront encore à se sacrifier. Merci pour votre sacerdoce. C'était vraiment moi, mon 8e mandat, monsieur. Je suis encouragé effectivement, par le président du Sénat, de me présenter un 8e mandat. Je réfléchis, monsieur le président, et je vous donne ma réponse tout de suite, c'est oui. Voilà. Bien, monsieur le président du Sénat, monsieur le préfet, madame la présidente de région, mesdames et messieurs les parlementaires, j'ai vu des sénateurs, j'ai vu une députée, monsieur le président de l'Union des maires des Yvelines, et en vous saluant, cher Guy, c'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des maires ici présents, ainsi que leurs élus municipaux. Le président du Sénat a coutume de dire que la commune est une petite république dans la grande. J'ai envie, comme un écho, de lui dire ce matin que le conseil départemental, du moins dans les Yvelines, essaye d'être un petit Sénat à côté du grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà des politiques normales que nous portons au nom de l'État, monsieur le préfet, en particulier les politiques sociales, pour lesquelles d'ailleurs nous souhaitons un accroissement à la fois du périmètre et de la cohérence. Je pense en particulier aux politiques de santé, car si dans la Meuse, je crois que c'est dans la Meuse où tu nous disais que c'était catastrophique, Gérard, non, en Saône-et-Loire, pardon, dans les Yvelines, ça commence aussi à devenir très compliqué et il ne me paraîtrait pas absurde que le département soit sollicité au-delà de ce que nous faisons déjà avec les maires, c'est-à-dire ces maisons médicales, soit sous forme de subvention, soit même en les construisant et en devenant propriétaires nous-mêmes. Toujours est-il qu'au-delà donc de ces politiques
qui sont les politiques de l'institution départementale. Il y a aussi tout un volet qui est un volet essentiel, c'est le soutien aux communes. Ce soutien aux communes, vous avez eu des inquiétudes, chers amis, légitimes. Nous aussi, on en a eu. Quand effectivement notre DGF a été pulvérisé, passé de 150 millions d'euros à 15 millions d'euros, 135 millions, c'est-à-dire 15% de notre budget de fonctionnement, eh bien, nous avons eu quelques angoisses. Mais aujourd'hui que la situation financière est rétablie, jamais, je dis bien jamais, le département des Yvelines n'aura consacré autant d'argent pour les collectivités locales, pour les communes et les intercommunalités. Ce sont de nouveaux contrats qui ont été créés, les contrats pour les intercommunalités, le contrat territorial des Yvelines. Ce sont aussi les nouveaux contrats de développement pour les communes moyennes et puis bien entendu le contrat rural plus qui est un accompagnement de l'effort régional intensifié dans les Yvelines. Je veux le dire ici de façon très très claire, il était légitime que la région fasse que son contrat rural soit adapté à tous les départements. Mais je remercie Valérie d'avoir bien compris qu'il était aussi légitime que dans les Yvelines où on a une tradition et des capacités d'aide aux communes rurales, on améliore en quelque sorte ce contrat rural par le contrat rural plus. Donc ce sont ces deux piliers dans les Yvelines et en particulier ce pilier en direction des collectivités territoriales que nous mettons en œuvre de plus en plus, vous disais-je, un peu moins de 100 millions cette année, plus de 100 millions dans le budget l'année prochaine. C'est donc un quart, presque un tiers de nos capacités d'investissement qui sont remis aux maires parce que les maires sont les interlocuteurs les plus légitimes pour nos concitoyens. Il faut leur donner plus de moyens, il faut renforcer leur pouvoir. Il faut parfois, j'entendais ce que tu disais sur les 19 paroisses, mon cher président Pélissier, il est même arrivé qu'on fusionne des paroisses dans l'évêché. Il n'est pas absurde, je crois que deux communes l'ont fait dans ce département. Les deux départements, c'est pour plus tard. Mais deux communes l'ont déjà fait dans ce département, enfin 2 communes nouvelles. Eh bien, cette logique aussi, nous l'accompagnons, puisque à côté d'ici, donc à Saint-Germain-en-Laye, lorsque Saint-Germain a fusionné avec Fourqueux, nous avons apporté une aide exceptionnelle à ce nouvel ensemble formé, puisque les 47 000 habitants ont permis à cette nouvelle commune d'avoir une dotation spéciale du département de 100 € par habitant pour accompagner cette fusion. Vous voyez donc bien que le département met en œuvre des politiques au service des Yvelinois, mais en étant au service des Yvelinois, nous sommes aussi au service des communes yvelinoises parce qu'elles sont le substrat sur lequel la qualité de vie, le bonheur de vivre en Yvelines se construisent. Merci. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Préfet, cher Jean-Jacques, Monsieur le Président du département, cher Pierre, et bien évidemment, Monsieur le Président des maires des Yvelines, cher Guy, Mesdames et Messieurs les maires et Mesdames et Messieurs les élus. Alors, la région, c'est elle aussi un orchestre de maires. Pas un Sénat, mais plutôt un orchestre. Et mon objectif, c'est que les 1270 maires d'Île-de-France puissent donner le meilleur de leur instrument et tout ça dans une harmonie d'ensemble. Ce qui me conduit de temps en temps à rappeler d'ailleurs à la maire de Paris qu'elle est maire dans une région où il y a 1269 autres maires et des habitants d'autres communes et que tout cela doit se faire dans une solidarité régionale. Alors, moi j'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est que évidemment, et comme l'a dit Pierre, j'ai été bien formé par un certain nombre de maîtres yvelinois et la région est là pour vous aider, vous les maires, à construire votre projet de ville. C'est pour ça que nous avons doublé les contrats régionaux, 53 millions d'euros cette année consacrés aux contrats régionaux. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous les ont vus chez eux. Et puis, on va continuer. Aujourd'hui, nous n'avons aucune demande non satisfaite de contrats régionaux. Mon prédécesseur avait 9 mois de retard et comment vous dire, il choisissait un peu les dossiers. Quand je suis arrivé, il y avait des dossiers qui étaient vraiment en dessous de la pile, hein. La piscine de Rambouillet, la piscine de Saint-Germain-en-Laye, le contrat de Versailles, les contrats des villes de la Vallée de Seine. Enfin, bizarrement, il y avait un certain nombre de villes qui avaient été oubliées. Alors, quand je suis arrivé, on les a sortis de la pile et on les a remis sur
sur le dessus de la pile. Nous, on prend au fil de l'eau. Il n'y a pas de fil d'attente sur les contrats régionaux en Ile-de-France. 0 fil d'attente. On a mis les moyens pour satisfaire vos besoins. Et je sais qu'à l'approche des municipales, évidemment, les choses vont un petit peu se tasser, mais qu'elles vont reprendre très très vite en mars, après votre élection, avec vos nouveaux projets. Donc on est vraiment à votre disposition. Sur les contrats ruraux, là aussi, j'étais assez admiratif de ce que le département des Yvelines a fait avec son bonus yvelinois sur les contrats ruraux. Vous le savez, la région a fait un pacte avec les territoires ruraux qui était de dire, contrairement à ce qui s'est fait par le passé, les territoires ruraux représentent 1/6 de la population, 2 millions d'habitants en Ile-de-France. Ils doivent recevoir 1/6 des crédits de la région, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas. Les territoires ruraux étaient les grands oubliés. Et donc, inspiré par ce qui a été fait dans les Yvelines, nous avons fait des assises du patrimoine. Et dans ces assises du patrimoine, nous avons décidé un bonus pour les villages, un bonus patrimonial de 200 000 € pour chaque contrat rural, dans toute l'Île-de-France, évidemment, pas seulement dans les Yvelines. Ça n'est pas possible, Pierre, mais c'est important que ce soit pour tous les villages. 200 000 € de bonus pour la rénovation d'un patrimoine remarquable dans un village yvelinois et évidemment francilien. Et c'est très important parce que je sais que les plus gros travaux, en regardant vos contrats ruraux, les plus gros travaux que vous avez à faire et ceux pour lesquels vous avez le plus de mal à financer, parce qu'il n'y a pas vraiment de retour sur investissement, c'est la rénovation de vos églises. Tu as parlé des églises, tu as dit qu'il n'y avait plus qu'un seul curé, mais tu n'as pas dit que ça coûtait quand même cher d'entretenir les 15. Voilà, donc l'église pour moi c'est le cœur du village, le cœur battant architectural, culturel, de convivialité, de proximité, c'est le repère. Et donc église, lavoir, grange, patrimoine industriel, maison remarquable. Et donc n'hésitez pas aussi à demander le patrimoine d'intérêt régional qui vous donne accès évidemment à toutes les subventions que ne vous donnent pas les monuments historiques ou que ne vous donne pas l'État. Donc ça c'est sur les maires, on est avec vous, on vous aide et on est là pour vous aider vos projets. Deuxième chose que je voulais vous dire, on parle beaucoup d'écologie. En ce moment, c'est très à la mode de parler d'écologie. L'écologie, tout le monde est écologiste. Sauf que nous, on était comme Monsieur Jourdain, le Monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme de Molière. C'est que nous, les Yvelinois, les élus yvelinois, nous étions écologistes sans le savoir. Nous sommes les premiers écologistes de France. Le département des Yvelines est un département magnifique qui conjugue la ville et la nature de manière extraordinairement harmonieuse. Et ça, c'est votre bilan. Vous êtes les maires écologistes. Et l'écologie, ça n'est pas une étiquette politique. L'écologie, c'est une façon d'aborder la qualité de vie dans sa ville ou dans son village. Et donc, je revendique aujourd'hui que nous construisions la première région écologique, évidemment d'Europe, mais peut-être du monde. Et c'est pour ça qu'avec Gérard Larcher, avec Pierre Bédier, nous nous battons contre une métropole rikiki qui serait réduite à la zone dense. Parce que cette métropole rikiki qui n'intégrerait pas les espaces verts de la Grande Couronne serait une métropole anti-écologique. Alors qu'une métropole qui serait à 8 départements avec nos forêts, avec notre agriculture, qui serait nourrie par nos agriculteurs en circuit court, eh bien cette métropole-là serait la première métropole écologique du monde. Et moi, je vous invite à bâtir avec moi cette région écologique et à en être des acteurs et à le mettre au fronton de vos mairies. Et c'est pour ça qu'en novembre, nous allons aller sur toute une série de domaines qui vont vous permettre d'avoir des projets écologiques. Alors ça peut être sur le vélo, ça peut être sur le verdissement, ça peut être sur l'agriculture, ça peut être aussi sur les zones de non-traitement. Vous savez que le gouvernement va prendre des arrêtés de zones de non-traitement pesticides autour des communes. Que va-t-on faire de ces bandes de terrain autour des communes ? Il ne faut pas que ça devienne des friches, il ne faut pas que ça devienne des dépôts de toutes les saletés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces zones ? Moi, j'ai dit aux agriculteurs, et Christophe Hilleret peut-être par là, j'ai dit que la région était prête à investir 2 millions d'euros pour qu'on travaille sur ces bandes de territoire. Est-ce qu'on y met de l'agriculture ? Est-ce qu'on y met de l'horticulture ? Est-ce qu'on y met de l'agriculture bio ? Est-ce qu'on y met des haies ? Est-ce qu'on y plante des fruits, des arbres fruitiers ? Bref, je veux qu'on en discute. Donc sur tous ces sujets-là, on reviendra vers vous. On aura aussi un plan solaire, un plan anti-bruit, Monsieur Benassaya. On aura un plan hydrogène. Donc sur tous ces sujets-là, vous pouvez être moteur d'innovation et on vous accompagnera. Et ça, tout ça sera annoncé en novembre. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que évidemment, nous aussi à la région, on souffre du désengagement de l'État, Monsieur le Préfet. Et pour les Yvelinois, et je le dis parce que je vais avoir besoin des maires et de leur soutien, nous avons
un besoin de transport. Et ce besoin de transport, il nécessite que l'État tienne ses engagements. Le CPER, le contrat de plan État-région, s'arrête en 2020. En 2021, en 2022, si nous ne voulons pas arrêter les travaux, y compris les travaux d'Éole, y compris les travaux du tram 13, Saint-Cyr, Saint-Germain, y compris la rénovation de nos RER, qui sont tellement cruciaux pour nous, eh bien, nous avons besoin que l'État continue, monsieur le préfet, de mettre 400 millions d'euros par an. C'est la part État, la part région est de double de ces 400 millions, 800 millions. Nous avons besoin de cet argent et moi je suis très inquiète parce que ce que l'État a dit, ce que le gouvernement a dit, comme ils n'arrivent pas à faire d'économies sur leurs dépenses et qui sont impécunieux, ils ont dit on va détendre le calendrier du contrat de plan État-région en matière de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mettra pas un sou en 2021-2022, on va vivre avec les crédits qui ont déjà été engagés de 2020. Ça n'est pas possible. Donc je déclare l'état d'urgence. Je demande à tous les maires de se mobiliser pour que les projets de transport continuent, pour que l'État soit au rendez-vous et pour qu'il ne se défausse pas en Île-de-France sur les transports du quotidien. Merci. Qui me dit mot consent. Merci. Merci. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de l'Union des maires des Yvelines, je vais essayer de monter le ton parce que les gens qui se gobergent feraient mieux de baisser d'un ton. Enfin bon, je ne peux pas parler plus fort qu'eux. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je vais essayer d'être aussi bref que possible. Oui, c'est ça. Je voudrais tout simplement dire que dans le contexte complexe, du point de vue budgétaire et technique, qui vient d'être rappelé notamment par Valérie Pécresse, mes collaborateurs et moi, qui sont d'ailleurs présents ici, nous essayons de maintenir le lien de confiance nécessaire entre chacun des maires et chacun des conseils municipaux et les services de l'État. C'est un objectif d'une grande humilité, mais nous essayons de le faire pour renier ce que certaines lois ou certains règlements ont d'abrupt, voire de répressif, je pèse mes mots, je pense évidemment à la loi SRU, mais pas que, pour qu'un certain équilibre, une certaine possibilité d'action des communes soit maintenue. Vous voyez, notre objectif est modéré, mais il est constant. Et puis nous avons des problèmes plus graves à affronter en commun, dont celui qui a fait l'objet de la signature de tout à l'heure, celui qui me tient particulièrement à cœur, comme l'ensemble des personnes qui sont à la tribune, c'est-à-dire celui de l'unité, de la cohésion nationale et de la fraternité entre nous tous. Et nous avons vraiment besoin de solidarité pour éviter que ne se délite encore un peu plus le tissu social et que ne s'altère le civisme dans notre département, même si nous sommes encore très privilégiés à cet égard. Voilà tout simplement, mesdames et messieurs les maires, ce que je voulais vous exprimer. Bien entendu, nous relayons, mes collaborateurs et moi, et le secrétaire général n'a pas pu venir, il est actuellement auprès du préfet de région précisément, nous relayons les besoins, en particulier de transport, Madame la Présidente, bien entendu. Vous savez que dans la mesure du possible, notamment pour la RN10, nous avons essayé de réintroduire, malgré la détente, un certain nombre de crédits dans l'application du CPER qui fait problème, bien entendu. Donc sachez notre vigilance sur ces points budgétaires comme sur les points techniques. Il y a des lois qui ont été votées dont la complexité pernicieuse continue à peser douloureusement sur les uns et sur les autres. Donc à chaque fois, nous essayons d'en détendre la dureté dans un objectif qui n'est pas de se soustraire à l'intérêt général, mais au contraire de l'accomplir dans l'équilibre. Je pense notamment à la construction de logements sociaux qui est nécessaire, mais qui doit se faire avec l'assentiment de tous et non pas sous une contrainte inquisitoriale et répressive. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en vous exprimant ma gratitude à tous pour la qualité des relations que, à 99,5% des maires, vous maintenez avec nous. Une ou deux exceptions, mais je citerai les noms le moment venu et dans les réunions publiques idoines. Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Bien, Madame le maire de Le Port-Marly dans sa commune. Monsieur le préfet des Yvelines, Monsieur le président de l'association des maires des Yvelines, je voudrais saluer nos collègues membres de l'association des maires des Hauts-de-Seine avec qui nous avons partagé ce matin, de saluer bien sûr la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, le président du conseil départemental. Mais nous n'allons pas nous quitter puisque nous nous retrouvons à Bourges ce soir pour le congrès des départements de France. Je voudrais saluer nos collègues députés et nos collègues sénateurs que je vois ici nombreux. Sophie Primas, Marta de Cidrac, Michel Laugier, Alain Schmitz. Et je ne doute pas que Martin Lévrier nous rejoindra. Je voudrais saluer tous les collègues maires, maires adjoints, conseillers municipaux. Saluer les présidents de compagnies consulaires, c'est vrai, j'y reviendrai, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie, et les représentants des chambres de métiers que je vois ici. C'est dire que nous formons une trame tous ensemble, et vous tous, mesdames et messieurs. D'abord, heureux d'être parmi vous, comme sénateur des Yvelines, donc avec mes collègues sénateurs, comme celles et ceux qui ont reçu mandat de votre part de les représenter au Parlement au suffrage universel indirect, pour être naturellement, article 24 bis de la Constitution, le représentant des collectivités territoriales, mais au travers de vous aussi, de représenter les citoyens. Merci à l'Union des maires, à son président, à son directeur et à toute son équipe pour l'organisation de cette université qui est toujours un grand succès et un grand moment qui nous donne l'occasion d'échanger. 4 points très brefs. Nous avons signé tout à l'heure, et j'ai assisté avec monsieur le préfet, comme président de la Chambre des notaires, à l'enregistrement d'un engagement qui s'appelle une charte de bon voisinage. Entre l'agriculture, les collectivités territoriales, l'État, la région et les départements. Au fond, bon voisinage, c'est ce à quoi vous contribuez comme maire, faire qu'il y ait encore une cohésion. Et à chaque fois qu'on peut avoir un bon voisinage, nous avons dans cette République divisée, fragmentée, les occasions de nous retrouver. Et je crois, et je voudrais remercier vraiment aussi les agriculteurs, je peux comprendre toutes les réticences, toutes les interrogations, le sentiment parfois d'être abandonnés. Eh bien, je dois dire qu'au contraire, dans ce département, ils sont pour nous des partenaires. Et je pense que chacun des maires doit comprendre qu'il est parfois bien de prendre des arrêtés, mais des arrêtés pour envoyer des messages de mauvais voisinage ne m'apparaissent pas une manière d'avancer. La seule manière d'avancer, c'est le dialogue. Deuxième des choses, je suis dans une ville où Alexandre Dumas a régné. Que disait-il? Ce sont les illusions qui rendent les douleurs amères et inguérissables. Alors, mes chers collègues, essayons de ne pas avoir d'illusions. Et je m'adresse à vous, monsieur le préfet, en saluant les sous-préfets qui sont ici autour de vous, de chacun de nos arrondissements, et qui, au fond, sont une représentation de l'État, comme je souhaite que demain, la représentation de l'État soit de manière déconcentrée, renforcée. Car je n'oppose pas la nécessaire décentralisation et son approfondissement à un État qui soit renforcé sur le territoire. Antagoniser les uns et les autres n'a pas de sens. Nous avons besoin les uns des autres. Un mot simplement sur 4 textes. Nous avons la chance dans le département d'avoir une sénatrice qui s'appelle Marta de Cidrac, qui vient d'être rapporteure d'un texte sur l'économie circulaire. Un mot qui veut à la fois tout dire et rien dire, sauf que Marta de Cidrac, avec nous qui sommes des acteurs depuis des décennies, de la collecte, du traitement, du recyclage, elle ne s'est pas laissée avoir et on lui proposait de recycler par la consigne 7% des déchets. Elle nous a fixé un objectif de 90% pour les 5 ans qui viennent. Et le faire sans peser sur les finances des collectivités territoriales et des syndicats qui nous représentent. Je dois vous dire que c'est notre vision concrète, pragmatique de l'environnement, comme le disait Valérie Pécresse. Et sur ce sujet-là,
Je crois que nous pouvons avoir une politique environnementale qui parte de la base. Le président des maires du Nord m'a dit en m'accueillant en juillet, l'écologie punitive d'en haut, elle fracture le pays. On en a vu le résultat dans la révolte des ronds-points l'an dernier. Mais l'écologie qui vient du territoire, qui vient d'en bas, au fond, elle peut, y compris en demandant des efforts, réconcilier. Et c'est une action que nous devons conduire. La seconde des choses, mes chers collègues, c'est que vous vous apprêtez en 2020 à subir le sort que la démocratie fait que nous nous soumettons aux citoyens. D'abord, remercier tous les maires pour le mandat le plus difficile. Moi, courageusement, j'ai quitté en 2014, après avoir connu l'âge d'or, et vous avez connu l'âge de pierre, de 2014 à 2020. Baisse des dotations, normes, intercommunalité forcée, enfin tout et tout. Et surtout le sentiment, fort heureusement aujourd'hui arrêté, que vous ne comptiez pas beaucoup dans la République. Il a fallu janvier de cette année pour que on retrouve que vous étiez les arcs-boutants de la République. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais s'il n'y avait pas eu 35 000 maires en France qui ont tenu la République à un moment où tout pouvait vaciller, eh bien je ne suis pas certain que la République serait dans le même état, parce que vous êtes profondément des républicains. 3 textes. Un texte engagement et proximité en cours de débat. Cet après-midi, nous aborderons le rôle et la place du maire. Une intercommunalité qui soit coopérative et mutualiste et non pas un acteur de disparition du maire et des conseils municipaux. Une nouvelle analyse sur les compétences. Une délégation de compétences données aux maires dans le cadre des intercommunalités quand il s'agit de sujets qui concernent leur territoire. Et puis, aussi la possibilité, monsieur le préfet, c'est un bonheur pour vous, comme les présidents d'Union des maires, comme les présidents de départements et de régions, il n'y aura plus de révision automatique tous les 6 ans du schéma départemental de coopération intercommunale. Nous avons besoin de stabilité, de visibilité et de prévisibilité. Puis il y a naturellement la défense des maires, leur défense parfois physique, leur défense juridique. Tous ces sujets, nous sommes en train de les aborder. Second sujet qui est en commission des finances, c'est, après la disparition de la taxe professionnelle, la réalité aujourd'hui de son remplacement. Vous allez donc recevoir le foncier bâti de M. Bédier. Et le vôtre, vous allez le recevoir. Mais ce que vous n'avez pas encore comme calcul, c'est les conséquences sur le potentiel fiscal. Et pour reprendre une formule de Klopfer, dont je ne comprends jamais les analyses, mais qui s'avère vraie, vous avez un risque de tsunami fiscal avec la réalité de l'incertitude. Voilà pourquoi j'ai demandé, je dois vous dire, exigé, qu'on ait une simulation commune par commune et interco après interco. Avec quand même un problème, mes chers collègues. Nous sommes heureux quand le président du conseil départemental nous accompagne dans les politiques territoriales, quand il nous accompagne dans les politiques sociales. Mais il faut bien mesurer que la conséquence, c'est la perte totale de levier fiscal pour le département. Et avec la baisse de DGF, 90% que nous avons connue, comment aurions-nous fait pour maintenir un département dont nous avons besoin, parce que je crois fondamentalement au rôle des départements. Voilà, mes chers collègues, quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Mais je ne voudrais pas conclure sans regarder les 3 stands qui sont devant moi. Et en disant au colonel qui commande notre groupement maintenant, en disant au directeur départemental de la sécurité publique, en disant au directeur adjoint des services départementaux d'incendie et de secours, à un moment où parfois des images divisent les uns et les autres, que nous avons besoin des uns et des autres. Et que, notamment depuis 2015, monsieur le préfet, vous le savez, la République peut compter sur eux. Et je voudrais plutôt être un rassembleur, il paraît que c'est mon métier, mais nous avons besoin non pas d'opposer les uns aux autres, mais de rassembler les uns et les autres, car il y va de notre vie quotidienne. Je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes de ces 3 corps, de ce qu'ils apportent au pays, parce qu'ils sont des facteurs de cohésion. Et rappelons-le, dans une République, le respect de la loi, ça a du sens. Nous sommes donc à leur côté. Vive les Yvelines et vive les communes!